Le protagoniste n'aurait jamais imaginé que sa demande d'augmentation de salaire se traduirait par la promesse de sa belle patronne de lui verser 1 milliard de won. Mais la vie du shérif adjoint Steve a basculé lorsqu'on lui a proposé un mariage blanc contre une grosse somme d'argent. L'activité battait son plein chez Trade Partners, la société de distribution, mais les collègues trouvaient tout de même le temps de discuter. Ils parlèrent de la directrice générale qu'ils avaient vue dans le bureau. Elle s'appelait Mademoiselle Eliza Evans. La rencontrer, c'était comme rencontrer une célébrité. Même si elle était incroyablement belle, mais il ne fallait pas oublier qu'elle était toujours confrontée à son demi-frère. Et récemment, de plus en plus de gens se ralliaient à lui. Dès le décès de l'épouse du président directeur général, la directrice Evans a été traitée comme un poids mort dans l'entreprise, malgré le fait qu'elle soit l'héritière légitime. Elle a été écartée par son fils, illégitime. Steve, l'adjoint et secrétaire particulier d'Elisa, était assis à proximité, entendant les commérages ridicules qui se tenaient dans le bureau ouvert. Il était en train de remplir les formulaires, irrité à l'idée que ses collègues en parlaient fort exprès pour que la secrétaire du directeur puisse les entendre. Cet homme travaillait chez Trade Partners depuis 8 ans déjà. Au début, tout le monde le considérait comme un employé prometteur, mais dès qu'il a commencé à se mêler des affaires de la direction, il a été nommé secrétaire de la directrice générale, Eliza Evans, au sein du département de la distribution. Si l'on en croit les rumeurs, sa situation laisse à désirer, ce qui signifie que la carrière de Steve est très probablement déjà terminée. Plongé dans de profondes pensées, l'homme ne réalisa pas immédiatement que son collègue l'appelait depuis plusieurs secondes. Il s'avère que le directeur souhaite voir son adjoint avant de partir. Steve, comme l'exigeaient ses supérieurs, alla voir Elisa, qui souhaitait le voir. La jeune fille était assise sur une chaise, en train de consulter des documents, ce que la secrétaire avait d'ailleurs constaté, mais Elisa l'invita à entrer. Il y avait quelque chose à discuter. C'est alors que survint le tournant, lorsque le patron proposa le mariage à son adjoint en échange d'une grosse somme d'argent. Steve déglutit difficilement, regardant la jeune fille avec perplexité, pensant d'abord qu'il avait mal entendu. Il y eut un silence de quelques secondes avant que l'homme ne demande à nouveau ce qu'Elisa avait dit, n'en croyant pas ses oreilles. La jeune fille claqua la langue, car Steve savait très bien combien elle détestait que les gens fassent semblant de ne pas avoir entendu la première fois. Elle contourna son bureau et se planta juste devant la secrétaire, les bras croisés sur la poitrine. Un instant, son interlocutrice eut honte. Steve posa la main sur sa poitrine, indiquant qu'il connaissait le sérieux de sa patronne, et décida donc de lui demander à nouveau si elle plaisantait. Elisa fronça les sourcils, repoussa une mèche de cheveux de son visage et secoua la tête. Cela surprit encore davantage son adjoint, qui prenait cette affaire très au sérieux, ce qui était la dernière chose à laquelle il s'attendait de la part d'Elisa, toujours très professionnelle. Elle haussa un sourcil, faisant remarquer qu'avec une telle somme sur le compte, son adjoint pourrait vivre toute sa vie à faire ce qu'il voulait sans se soucier de gagner sa vie. La jeune fille a également ajouté qu'elle était prête à lui offrir une telle opportunité en agitant le chèque devant son visage. Steve était gêné, en sueur et nerveux, car il ne recevait pas une offre aussi étrange tous les jours. Elisa payera d'abord les 5 premiers milliards et le reste sera versé lorsque les papiers du divorce seront signés. De plus, elle a promis à l'homme une généreuse compensation pour toutes ses dépenses liées au mariage et à l'entretien de son image. Mais il y avait une condition importante. Pendant cette période, Steve n'avait pas le droit d'impliquer son patron dans un quelconque scandale. Il rougit, essayant de protester ou au moins d'ajouter quelque chose, mais Elisa ne lui laissa pas dire un mot. Elle demanda si la secrétaire était au courant de la situation dans l'entreprise, car tout le monde était persuadé que la jeune fille avait échoué après l'arrivée de son frère. Steve resta silencieux et écouta attentivement, décidant qu'il devait entendre tous les arguments. Si Elisa ne parvient pas à améliorer sa position au sein de l'entreprise, elle devra simplement assister, impuissante, au vol de tout ce qui lui appartient. La jeune fille se hissa sur ses mains, puis atterrit avec aisance et grâce sur la surface de la table.
Elle voulait faire quelque chose de provocateur, quelque chose qui rappellerait aux actionnaires et au public qu'Elisa était la véritable héritière de Trade Partners. La patronne a dit avec réflexion qu'elle avait besoin de soutien pour cela. Une telle nouvelle attirerait l'attention pendant longtemps. Steve se sentait désormais clairement comme une monnaie d'échange, un plat qu'il voulait servir à la société pour qu'elle soit dévorée. Mais Elisa était ravie de son plan. Il y aurait peut-être des ragots, mais il y avait certainement du bon sens là-dedans. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser le président Martin Evans lui prendre tout. Elle ne pouvait pas se résigner sans cesse. Oui, Steve pouvait parfaitement comprendre cela, mais il ne pouvait absolument pas comprendre pourquoi Elisa l'avait choisi. La jeune fille sourit soudain et haussa les épaules. N'était-il pas évident que la secrétaire était le partenaire le plus inattendu? Une personne qui n'hésiterait pas à se tourner vers son patron en cas de besoin. Elisa était très affectueuse. Elle ne voudrait pas perdre quelqu'un d'aussi merveilleux que Steve. Même s'il refusait une telle offre, Elisa souhaitait qu'il reste à ses côtés aussi longtemps que possible. Elle ressemblait désormais à une personne ordinaire, et non plus à une patronne sévère, souriant si radieusement et disant simplement qu'elle ne pourrait pas survivre ici sans Steve. Au terme de cette étrange journée, l'homme décida de se rendre au complexe thermal. Rien de tel qu'un bon bain pour se rafraîchir la tête. Steve s'est plongé plusieurs fois dans l'eau chaude, puis en est ressorti en lissant ses cheveux. Il voulait se distraire, mais toutes ses péchés et ses pensées revenaient obstinément à la conversation et à l'argent. 10 milliards, il ne pourrait certainement pas économiser une telle somme, même en une vie entière. L'homme imaginait de toutes ses forces ce qu'il pourrait faire s'il obtenait réellement l'argent. Et ce n'est ni illégal, ni une arnaque. Alors pourquoi Steve hésite-t-il? L'eau ruisselait lentement le long du menton de l'homme et tombait dans la baignoire en gouttes chaudes. Il se sentait comme un petit grain de sable dans l'océan sans fond de la vie. Après tout, ce n'était pas une décision facile. Steve ferma les yeux très fort, pensant que s'il acceptait, il ne pourrait plus sortir avec d'autres femmes. En revanche, le divorce n'est pas une question aussi difficile dans le monde moderne. Mais que devrait ressentir un homme, au fond? Un mariage avec une réalisatrice n'a-t-il aucune importance à ses yeux? Il doit trouver la force en lui et accepter. Le lendemain, Elisa et Steve se préparaient pour un voyage d'affaires, et la jeune fille espérait bien s'entendre avec la secrétaire. La jeune fille s'avança, la secrétaire ralentit légèrement, la regardant pensivement. Une fois à bord de l'avion, Steve a demandé s'il avait besoin de voyager en classe affaires. Elisa a levé les yeux au ciel, car elle avait besoin du shérif adjoint pour son travail, et il serait donc à proximité. De plus, la jeune fille apporta à l'homme son café préféré, attirant ainsi l'attention sur ce détail. Il était stupéfait et la remercia timidement, surpris lui-même que sa patronne connaisse ses préférences. Elisa remarqua la réaction de l'autre personne et sourit, disant qu'elle devrait certainement le savoir. Tous ces facteurs semblaient avoir prédéterminé la décision finale de cet homme. La semaine de travail commençait, Steve frappa prudemment à la porte du directeur. La jeune fille était assise à la table et travaillait sur des documents, invitant distraitement la secrétaire. Elle se tut et ne prêta plus attention à l'homme, absorbé par l'étude des processus de travail. Cependant, Steve décida de ne pas distraire Elisa de son travail et s'assit simplement sur le canapé. En revanche, il est venu annoncer sa décision et a donc immédiatement annoncé qu'il était d'accord. La jeune fille, qui s'était montrée distante et n'avait même pas regardé la secrétaire, leva aussitôt les yeux et afficha un sourire radieux. Mais Steve n'allait pas accepter si facilement. Il avait une condition pour le manager. Le sourire ne quitta pas le visage d'Elisa. Au contraire, elle accepta sans difficulté d'écouter la secrétaire. Un peu plus tard, la jeune fille arriva pour une réunion avec les dirigeants de la société Trade Partners. Elle attendit patiemment la réaction des hommes sérieux à sa déclaration. Tom Evans, président de Trade Partners, un homme nerveux d'une quarantaine d'années, pinça les lèvres et regarda Elisa en silence. L'ancien président de la société, George Evans, beaucoup plus âgé que toutes les personnes présentes, ne crut pas d'abord ce que disait la jeune fille. Steve était également présent dans le bureau, et c'est à lui que fut adressée la question du président, à savoir s'il avait réellement l'intention d'épouser Elisa.
George étudia attentivement la biographie de l'employé, déclarant à voix haute que les futurs mariés avaient le même âge, que le seul parent de Steve était sa mère et que son père était décédé lorsqu'il était au lycée. Le président leva les yeux vers l'homme et lut qu'il avait étudié l'espagnol au département des langues étrangères de l'université. Quand le silence s'installa, Steve expliqua que son père avait longtemps travaillé comme navigateur. À chaque retour de voyage, il rapportait à sa famille des devises étrangères et des timbres, ce qui a fait naître chez son fils le rêve de devenir voyageur, raison pour laquelle il a décidé d'étudier les langues. George Evans haussa un sourcil et demanda avec ironie si Steve voulait devenir voyageur. L'homme, cependant, ne l'a pas nié et a répondu par l'affirmative. Quelques secondes de silence s'écoulèrent encore, puis le président demanda combien de dollars Steve avait sur son compte à présent et s'il savait seulement ce qui était le plus important dans les affaires et ce qu'il advenait de ceux qui se perdaient dans l'imaginaire. Soudain, il froissa les documents qu'il tenait à la main, déclarant d'un ton sévère que de telles personnes passaient à côté de formidables opportunités. Mais le visage du président changea lorsque Steve annonça qu'il avait 10 millions de dollars sur son compte. Le président sortant sursauta de surprise et lança un regard perçant à l'homme. Même Elisa ne s'y attendait pas lorsqu'elle a appris que Steve avait économisé cette somme entière au cours de ses 8 années de travail dans l'entreprise. Fonds, crypto-monnaies, immobilier, rien de tout cela n'a jamais intéressé leur employé. Et Steve n'a jamais rêvé que cela l'aiderait à devenir riche. L'opinion du président principal changea brusquement. Il lissa les papiers et les posa sur la table. L'homme demanda combien d'argent en devises étrangères son père lui avait laissé, et celui-ci répondit qu'à ce moment-là, il avait reçu 250 € en échangeant des dollars. George était surpris et a demandé ce que tout cela signifiait et pourquoi les fonds donnés devaient être modifiés. Finalement, Steve a dû changer tout cet argent pour couvrir les frais de ses études universitaires à l'étranger. 250 € équivalent à 260 $ au taux de change actuel. Pour Steve, cet argent était le dernier cadeau de son père. Il l'a utilisé pour réaliser son rêve, ce qu'il ne regrette absolument pas. L'ancien président écoutait attentivement l'homme et ne l'interrompait pas. Il a ensuite demandé à Elisa de retourner travailler et a également dit au gérant Chris de passer le voir en rentrant. À l'arrivée de Chris, l'ancien président a demandé au directeur d'embaucher une nouvelle secrétaire pour Elisa. Il devait également annoncer la nomination dans un délai d'1 semaine d'un nouveau directeur pour la direction européenne. Tom était hors de lui, demandant à son père s'il allait vraiment accepter ces conditions. Il n'arrivait pas à croire que George approuvait réellement ce mariage. Le vieil homme secoua la tête avec irritation, lui rappelant qu'Elisa était la fille de Tom, et non la sienne. C'est à elle de décider si elle veut se marier ou non, mais c'est à son père de décider s'il faut l'approuver, car George ne peut pas tout décider à sa place, n'est-ce pas? Tom demanda, perplexe, pourquoi l'entreprise avait alors besoin d'un nouveau directeur européen. Le père demanda à son fils s'il avait vu comment l'invité tremblait. Mais l'homme ne comprenait toujours pas ce qui se disait. Il semblait que Steve le regardait droit dans les yeux et lui parlait ouvertement. C'est exactement ce que l'ancien dirigeant appréciait, car peu de gens ici peuvent lui parler ainsi. Le vieil homme sourit en demandant à son fils combien il pensait qu'il y en avait dans l'entreprise. Il semblait ravi des agissements de sa petite fille. 3 ans et 3 mois s'étant écoulés. Pourtant, Elisa avait secrètement élevé un louveteau aussi féroce pendant tout ce temps. Tom a convaincu George qu'il devait trouver une nouvelle secrétaire au plus vite et en apprendre davantage sur Steve. Que le fils commence par le magasin de kimbap que possède sa mère, puis vérifier s'il a des proches à problème et découvrir avec qui il a eu des relations amoureuses auparavant. Avec un gémissement à peine audible, l'ancien chef se leva de table. Il avait demandé à son fils de trouver un bon mari pour sa fille. Il allait désormais s'en charger lui-même. Ce type a déjà 34 ans, il n'est plus jeune. Pour le bien de l'entreprise, il suffit que Martin se soit marié par convenance. Mais Tom ne souhaitait absolument pas un tel sort pour sa petite fille adorée. Si une célébrité purge une peine de prison est libérée et commande ensuite simplement du poulet frit, cela fera grand bruit et tout le monde commencera à penser qu'elle ressemble à une célébrité. Les citoyens ordinaires diront qu'après tout, ce sont les mêmes personnes.
Selon l'ancien dirigeant, c'était une maigre consolation, mais si les gens s'encouragent ainsi, alors ce n'est rien. Si un simple poulet frit peut influencer l'opinion publique, quel impact le mariage d'Elisa aura-t-il sur son entourage? George voulait protester auprès de son père, mais il secoua la tête. La jeune fille avait dit que cet homme lui était cher. Le vieil homme jeta un coup d'œil sur le côté, marmonnant sournoisement qu'il devait voir de quoi le garçon était capable. Et en même temps, vous pouvez voir si Elisa est douée pour comprendre les gens ou non. Conformément au règlement du concours, tous les participants doivent bénéficier de conditions égales, en toutes circonstances. Il est juste d'accéder à la demande d'Elisa, mais c'est ainsi qu'elle pourra prendre conscience de ses erreurs à l'avenir. Le lendemain matin, un collègue a interpellé Steve au bureau et il s'est immédiatement retourné. Mais l'homme ne s'attendait pas à voir cette personne, il fut donc surpris. Le chef de département, Ben, se tenait devant lui avec un air plutôt sérieux, tenant plusieurs dossiers sous le bras. Steve a demandé si quelque chose n'allait pas, et il s'est avéré qu'il devait être contacté au sujet de son travail. Bien que la secrétaire n'ait pas été informée, Chris, le responsable, devrait le contacter prochainement. L'interlocuteur a déclaré qu'il était désormais nommé directeur adjoint d'Elisa et que Steve devait donc lui confier immédiatement les rênes de l'entreprise. Avant que Steve ne puisse répondre, la voix sévère d'Elisa se fit entendre derrière eux. Elle avait entendu la conversation et demandait de qui il s'agissait. On ignore comment les talons de la jeune fille n'ont pas anticipé son arrivée, mais elle n'avait pas l'air très contente de ce qu'elle a entendu. Ben s'inclina aussitôt, se disant ravi de rencontrer le directeur exécutif et se présenta comme le chef du service de secrétariat de l'équipe de planification stratégique. Elisa hocha la tête et donna également son nom, disant qu'elle était ravie de faire sa connaissance. Elle a ajouté qu'elle avait entendu la conversation et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, puisque la directrice n'avait demandé à ce que quelqu'un lui soit envoyé. Ben était confus et nerveux, marmonnant que c'était le chef du groupe. La jeune fille comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un ordre de son grand-père. Steve baissa les yeux lorsqu'Elisa lui demanda ce que son adjoint allait faire maintenant. Elle fronça les sourcils, ajoutant froidement s'il allait rester assis à ne rien faire. Ben bégaya en comprenant, expliquant que l'homme avait été transféré dans l'unité de réserve. Le patron acquiesça. Comment était-ce possible? Il était son employé, et personne n'était au courant de ce transfert. Même si c'est l'ordre de grand-père, on a l'impression qu'il l'ignore. Ben devint encore plus nerveux et ne savait pas quoi répondre, car il s'agissait déjà d'une querelle familiale interne. Cependant, Elisa a affirmé que tout allait bien et a appelé elle-même le directeur. Elle lui a expliqué qu'elle avait rencontré Ben, le chef du service secrétariat, qui était venu la voir, et lui avait annoncé qu'il prendrait en charge ses fonctions de secrétaire à compter d'aujourd'hui. L'homme ouvrit la bouche, presque tremblant de peur, et la jeune fille tout poursuivit en disant qu'elle comprenait l'ordre de son grand-père. Mais il était tout de même clairement intéressant de connaître son opinion sur ce sujet. De nombreuses questions se posent lorsqu'une personne apparaît soudainement et exige qu'on lui confie des responsabilités. Dans tous les cas, il fallait d'abord prévenir Elisa par téléphone, mais comme c'était ce que voulait son grand-père, elle ne pouvait pas simplement refuser. Steve observait Elisa faire les 100 pas tout en parlant au téléphone, et il savait que le PDG avait parfaitement raison sur ce sujet. La jeune fille raccrocha, se mordant les lèvres, d'un air pensif, puis se tourna vers son patron, Ben. Elle lui a demandé s'il avait contacté le shérif adjoint Steve pour lui annoncer la nouvelle ou s'il avait décidé de le faire après coup. À ce moment-là, l'homme tremblait ouvertement. Toutes ses pensées s'étaient envolées de son esprit, et il commença à marmonner de façon incohérente. Elisa déclara froidement que même si c'était l'ordre du président, elle ne pouvait pas confier la place à côté d'elle à quelqu'un qui était incapable de prendre une décision, même simple, par lui-même. Et la dernière scène montrait la fille ordonnant à Ben de déguerpir sur le champ. C'était triste de voir cet homme. Il avait l'air si confus et déprimé. Lorsqu'il partit, Elisa sourit et invita Steve à déjeuner avec elle, car la secrétaire adorait le sashimi. Il déglutit difficilement, surpris par les connaissances de son patron, et hocha la tête. 1 heure plus tard, les collègues étaient déjà dans un restaurant chic. Des serveurs agiles apportèrent rapidement de délicieux plats à table.
Entre les repas, Elisa posa le contrat de mariage sur la table avec l'intention de l'examiner attentivement pendant le dîner. Elle a été rédigée par un avocat, la légalisation n'est donc pas nécessaire. Après un court silence, Elisa changea soudainement de sujet pendant quelques minutes. Elle a dit à Steve qu'elle était impressionnée par la façon dont il parlait à son grand-père. L'homme fut surpris qu'on le qualifie d'intrépide. Lui-même sentait que son cœur était prêt à lui sortir de la poitrine. Elisa rit, l'assurant que cela avait été plus qu'impressionnant à l'époque. Son adjoint laissa échapper un petit rire nerveux en sortant des feuilles de papier du dossier. Il lut attentivement ce qui était écrit, mais quelque chose en particulier attira son attention. Steve tendit un document à Elisa, remarquant une clause étrange. Il était précisé que la personne élue ne revendique aucun droit parental ni la garde des enfants. Le grand-père en a parlé à sa petite-fille au cas où il serait nécessaire d'obtenir le consentement de Steve au préalable. Selon l'accord, le couple se mariera, puis divorcera. Cette clause est donc nécessaire pour éviter tout litige concernant les droits parentaux et la garde des enfants. Elisa ajoutait simplement tout ce qui lui passait par la tête et demandait à son interlocuteur en quoi cela changeait quoi que ce soit. Steve a répondu que ce n'était pas le problème. Il espérait simplement que cette clause ne causerait aucun problème inattendu. La jeune fille demanda avec enthousiasme si la secrétaire pouvait refuser l'accord pour cette raison. Steve ne voulait pas dire ça dans ce sens-là, il voulait dire qu'il souhaitait reconsidérer ce point. Elisa a laissé entendre que Steve souhaitait augmenter le montant de l'indemnisation pour le refus des droits parentaux ou de la garde. Elle fut surprise lorsque son secrétaire secoua la tête, car elle était persuadée que tout le monde ne s'intéressait qu'à l'argent. Même s'il renonce à ses droits parentaux, en désire-t-il encore un? Passez le plus de temps possible avec l'enfant que vous souhaitez avoir. Elisa resta silencieuse et Steve ajouta que l'enfant n'avait manifestement rien fait de mal. Mais sur ce point, si le directeur général est d'accord, l'homme ne s'inquiétera certainement pas. Elisa partageait l'avis de la secrétaire, l'assurant qu'il ne devait pas s'inquiéter. Ainsi, d'un commun accord entre les parties, les documents nécessaires ont été estampillés. La jeune fille a ajouté que l'argent avait été transféré sur le compte de l'homme et qu'elle avait accompli toutes les démarches nécessaires. Steve a confirmé le virement d'une somme importante. Il pensait que s'il recevait 5 millions, il se sentirait maître du monde, mais il n'y croit tout simplement pas encore. Le patron a posé des questions sur le poste de directeur de la filiale européenne à Chicago et a demandé s'il y avait une raison particulière pour laquelle Steve souhaitait occuper ce poste. L'homme a répondu que ce n'était pas la priorité de Trade Partners, que toute l'attention serait portée sur le directeur exécutif et que la jeune fille comptait utiliser la secrétaire comme une arme. Dans ce cas, elle doit placer Steve de manière à ce qu'il puisse devenir cette arme. Elisa hocha la tête, occupée à manger. Elle comprenait de quoi parlait son interlocuteur. En attendant son rendez-vous, que ce soit pour lui de courtes vacances et l'occasion de rendre visite à sa famille. C'est ce qu'a fait Steve. Il est allé voir sa mère pendant quelques jours et assis dans la voiture, il a réfléchi à ce qu'il allait lui dire. Cependant, il n'a pas besoin de se justifier auprès des autres. Jusqu'à présent, il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et ce qu'il a finalement obtenu en retour, c'est que les réalisations de cet homme ont été appropriées par des réalisateurs qui, pensait-il, étaient de son côté. Steve a passé des nuits blanches pendant des mois à travailler sur cet important projet. Mais ils n'ont tout simplement pas soutenu les initiatives du jeune employé. De plus, ces salauds ont inscrit leur nom dessus et ont jeté Steve dehors. Ils ont été promus de simples adjoints à chef de département et perçoivent désormais des salaires annuels très élevés. Ces salauds mènent la grande vie. Alors pourquoi Steve devrait-il se terrer dans un coin et refuser le contrat prénuptial? L'homme gardait les yeux sur la route, mais cela ne l'empêchait pas de penser à l'avenir. Sa mère n'est pas comme ça, tout est différent avec elle, et il doit réfléchir à la façon de tout lui expliquer. Steve avait pris sa décision. Sa mère serait l'une de celles pour qui ce mariage serait le plus authentique. À son arrivée, le fils apporta à sa mère le poulet traditionnel qu'il mangeait à chaque réunion. La femme paraissait fatiguée en travaillant derrière le comptoir du magasin, mais elle s'est animée en voyant son fils.
Surprise, elle demanda à Steve ce qu'il lui prenait, puisqu'il devait aller travailler le lendemain, et il répondit qu'il avait obtenu un jour de congé. Lorsque le fils a demandé à sa mère de s'asseoir et de se reposer, elle a simplement ri. Cela ne fonctionnerait pas pour les affaires. Elle aurait bientôt terminé. Qu'il attende un peu. La femme lui a demandé si son enfant avait reçu une autre promotion, et il a fièrement répondu que oui. Il n'a pas menti, c'était la meilleure chose à faire, et d'ailleurs, cette fois-ci, l'augmentation était très significative. C'était le meilleur moyen de convaincre ma mère et de la rendre heureuse. Steve m'a rappelé l'entreprise pour laquelle il travaillait. Le président de cette société lui avait déjà proposé de travailler avec lui à plusieurs reprises. Maman, en sirotant sa bière, fit remarquer que l'entreprise était très influente. Steve lui rappela qu'il avait auparavant travaillé pour le directeur général et qu'il voyait donc souvent le président. La femme secoua la tête. Son fils communiquait avec des gens qu'elle n'avait vus qu'à la télévision. Elle n'arrivait même pas à croire que Steve puisse les rencontrer en personne. Steve fit un geste de la main. C'étaient des gens comme tout le monde, rien de spécial. Pendant que sa mère mangeait, son fils décida de lui dire quelque chose d'important. Un peu nerveux, l'homme a dit qu'il souhaitait présenter une jeune fille. Le visage de la mère s'illumina de bonheur, et elle oublia aussitôt la nourriture qu'elle était en train de manger. Elle rayonnait. Steve leva les yeux au ciel, espérant qu'il ne s'était rien passé de grave. Et la mère était très heureuse que son fils ait une petite amie. Elle a demandé depuis combien de temps les enfants étaient ensemble et si elle était jolie. Lorsque Steve a dit que sa mère la connaissait déjà, la femme a suggéré qu'il s'agissait de Nikki, avec qui il était sorti à l'université. Mais c'était une méprise, car la jeune femme était déjà mariée et avait 2 enfants. La mère fronça les sourcils et soupira, ne comprenant pas qui cela pouvait être d'autre, quelqu'un qu'elle connaissait. Elle plissa les yeux vers son fils qui buvait lentement sa bière et l'exhorta à parler et à ne plus tarder. Steve a claqué le bocal sur la table, s'efforçant de rassembler ses idées. La belle réalisatrice apparut aussitôt devant lui. La jeune fille, comme toujours, lui sourit. Alors, pour ne pas prolonger davantage le mystère, Steve a répondu en soupirant que sa petite amie était la directrice générale de son entreprise. La mère, qui portait un morceau de poulet à sa bouche, fut stupéfaite et laissa tomber la nourriture sur la table. Elle regarda son fils choqué et lui demanda de qui il parlait, mais il rétorqua qu'il n'avait pas parlé de beaucoup de directeurs généraux. La mère était stupéfaite qu'il parle de la directrice générale, Elisa, celle dont son fils était l'adjoint. Elle semblait complètement déconcertée, se souvenant que le grand-père de la jeune fille était le président de la société. La femme se mordit la lèvre, demandant prudemment si le patron et la subordonnée s'aimaient. Il était difficile pour Steve de mentir à sa mère, mais il se ressaisit et parvint même à sourire et à hocher la tête. Maman, un sourcil levé, leur demanda s'ils s'aimaient, non seulement en tant que collègues, mais aussi en tant qu'individus, et s'ils partageaient les mêmes sentiments. Steve approuvait tout ce qui avait été dit, ajoutant que c'était la raison pour laquelle il voulait présenter la jeune fille à sa mère. La femme perdit l'appétit et, remuant sa nourriture avec des baguettes, elle était vraiment surprise. Après tout, son fils fréquente une personne plutôt importante et de surcroît, issue d'une famille de grande réputation. Steve sourit, mais il ne comprenait toujours pas vraiment ce que sa mère ressentait et lui demanda pourquoi elle avait une expression si étrange. Elle a néanmoins posé les couverts sur la table en disant qu'elle était vraiment inquiète. Steve ne comprenait pas les raisons. La femme a demandé comment la famille d'Elisa avait réagi. L'homme décida de mentir à nouveau, affirmant que l'ancien et l'actuel président avaient tous deux ri au début. L'ancien président était d'un âge avancé et était naturellement heureux d'apprendre que sa propre petite-fille avait trouvé son partenaire de vie. Après avoir dit que le président l'appréciait, Steve a trinqué avec sa mère au sujet de bière. Il sourit, ajoutant que c'était clairement pour cette raison qu'il l'avait gardé comme secrétaire de sa fille pendant plus de 3 ans. La mère prit une gorgée, demandant si le président avait toujours eu une si haute opinion de Steve. Il a répondu que l'homme avait été très surpris au début, mais qu'après une conversation, il l'avait accepté. Cela concerne également le transfert à la société commerciale. Quelles que soient ses performances, Steve ne pourrait jamais dépasser le poste de vice-directeur.
Le président fait tout cela parce qu'il croit que la secrétaire sera un partant digne de sa fille. La mère posa la canette de bière sur la table et se demanda quoi dire à son fils. Enfin, elle a rappelé que cela arrive même si une célébrité intègre une famille de riches lignées. Ils parleront des langues étrangères pour venir mépriser leur élu, simplement parce qu'il est né dans une famille modeste. Steve se souvenait qu'il avait obtenu son diplôme d'une université de langues étrangères dans un autre pays et que personne dans sa famille ne pouvait rivaliser avec lui en matière de compétences linguistiques. La femme s'exclama, la voix empreinte de désespoir, qu'elle n'avait absolument pas parlé de cela. L'homme secoua la tête, disant que sa mère ne l'avait pas élevé de cette façon, parce que, premièrement, il ne permettra à personne de l'intimider, et deuxièmement, il ne permettra à personne de le mépriser. C'est ainsi que sa mère l'a élevé. Steve sourit, ajoutant que les Evans étaient une bonne famille et que sa mère n'avait vraiment pas à s'inquiéter. La femme déglutit difficilement et secoua de nouveau la tête en prenant une gorgée de bière. Après le dîner, Steve, allongé dans son lit, incapable de dormir, décida d'écrire à Elisa. Son cœur battait la chamade tandis qu'il tapait, demandant pardon pour avoir écrit si tard. La jeune fille n'était pas encore endormie. Elle venait de sortir de la douche lorsqu'elle a entendu son portable sonner. Ayant décidé de voir qui lui écrivait à une heure pareille, les yeux d'Elisa s'écarquillèrent de surprise. Dans sa correspondance, Steve mentionnait un détail qui justifiait de reporter la signature du contrat. Sa mère était très inquiète pour le mariage. Elisa retint son souffle, demandant si le secrétaire lui avait tout dit, mais il répondit non. Elle a admis avoir eu un moment de peur et a poussé un soupir de soulagement. Steve a supposé que le réalisateur serait surpris en entendant toute la conversation et a demandé si la jeune fille pouvait aider à dissiper les doutes concernant le mariage. Elisabeth, à sa grande surprise, a accepté et a même déclaré qu'elle se sentait obligée de l'aider. L'homme attendit encore un peu, mais il n'y eut plus de message. Il supposa que le patron s'était endormi. Quelques minutes plus tard, elle a envoyé une photo de la phrase manuscrite figurant sur le contrat. Steve lut ce qui était écrit, où Elisa promettait de l'aider en langage officiel. La jeune fille a ajouté qu'elle devrait aborder cette performance avec sérieux et jouer son rôle. Steve a été surpris car la fille avait envoyé un smiley idiot, ce qui était totalement inhabituel de sa part. Elle était déjà au lit lorsqu'elle a dit au revoir à son adjoint et a souri en lisant ses messages. Le téléphone lui échappa des mains après que la jeune fille eut dit bonne nuit à Steve et s'était aussitôt endormie. Le lendemain matin, l'homme se réveilla tôt et alla immédiatement prendre une douche. Sa mère était déjà levée, en train de préparer le petit déjeuner. Elle a demandé à son fils à quelle heure il était parti, mais lui-même ne le savait pas. À ce moment-là, le téléphone sonna. L'homme interrompit la conversation et s'approcha de la table. Steve fut surpris. Il ne s'attendait pas à voir ce nom à l'écran, mais il décrocha le téléphone. La personne au téléphone a dit qu'il s'agissait du shérif adjoint et l'homme a demandé l'objet de l'appel. Il s'avère que le président de la société commerciale, Michael Jordan, souhaite rencontrer cet homme avant l'annonce officielle de sa nomination. Steve a dit qu'il était parti rendre visite à sa mère, qu'une rencontre le matin serait problématique, mais que ce serait possible après le déjeuner, vers 3 heures de l'après-midi. La personne à l'autre bout du fil a dit qu'elle transmettrait le message au président et l'homme a remercié l'appelant. Quand il pensa que la conversation était terminée, l'homme voulut poser une question. C'était une curiosité personnelle. Steve est même sorti sur le balcon pour en parler. On lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas parlé de l'acte qu'ils avaient commis lorsque Steve travaillait dans une société commerciale avec un autre directeur, Robert Johnson, et pourquoi il ne le lui avait pas dit après son départ de l'entreprise. George venait de recevoir des informations concernant la succursale étrangère à Madrid, en Espagne, l'une des entreprises les plus prospères de la société Mulsanne. Le vieil homme demanda avec surprise si c'était vraiment le projet de Steve, l'adjoint de sa petite-fille. Le projet de vente de pétrole est devenu l'activité la plus fructueuse du groupe Osaka dans sa branche européenne. Pour commencer, ils ont ouvert un petit bureau à Grenade et ont conclu des contrats avec des exploitations oléicoles en Andalousie. À partir des olives de leurs exploitations, ils produisaient une huile de première qualité qu'ils exportaient avec succès dans le monde entier.
Grâce au succès de ce projet, John Wilson a été promu directeur adjoint principal. Robert Johnson a ensuite été promu directement au poste de cadre supérieur, puis l'année dernière à celui de chef de département. George écouta attentivement son fils lui raconter cela et l'encouragea à continuer. Son fils était surpris que de telles futilités intéressent l'ancien dirigeant. Il semblerait que le shérif adjoint, Steve, ait lancé ce projet immédiatement après sa promotion au poste de chef adjoint à Mulsanne. Dans ce cas, on peut considérer que ce projet a été présenté pour la première fois il y a 5 ans. Fort de sa propre expérience, l'ancien président comprenait que c'était un projet trop ambitieux pour une personne occupant une telle fonction. Il tapota du doigt les documents, car il connaissait bien le caractère d'Elisa et savait qu'elle était au courant de tout, mais il n'intervint pas. Il convient de noter que le directeur a rejoint la société commerciale après que celle-ci ait déjà tout mis en œuvre. Mais il s'est avéré que la jeune fille a rejoint le projet après qu'il ait déjà commencé. George demanda à son fils si Elisa ne savait vraiment rien, puisque Tom travaillait pour elle depuis 3 ans sans rien lui dire. L'adjoint Steve ne dit jamais un mot, mais le vieil homme savait que l'autre faisait semblant de ne rien comprendre. Il eut un sourire narquois. Quelque chose disait à l'ancien président qu'Elisa lui avait menti. Elle a suggéré de transférer le directeur adjoint dans cette entreprise, précisant que c'était son idée. Mais d'après tout ce que George avait entendu, il était clair que c'était l'idée de Steve lui-même. Le chef de famille a demandé s'il y avait autre chose à dire sur sa vie personnelle et sa famille. Tom a secoué la tête. La secrétaire avait été parfaitement claire. Robert Johnson, qui dirige actuellement le département, doit être muté à Chongqing, sinon l'argent sera gaspillé. Steve marmonna pensivement pourquoi il n'en avait parlé à personne, au moment de répondre. Tous ceux qui ont travaillé sur le projet, même de loin, étaient au courant. Mais pourtant, personne n'en parlait. On a demandé à Steve si la PDG était au courant, mais comme il s'est avéré qu'elle avait rejoint l'entreprise après que tout se soit déjà produit, l'homme aimerait croire qu'Elisa n'en savait rien. La voix au téléphone a laissé entendre de manière énigmatique la raison du transfert de Steve chez Trade Partners, mais son interlocuteur a confirmé qu'il s'agissait simplement d'une promotion. Pour un travail qu'il peut accomplir sans causer de problème au PDG, cette entreprise est la meilleure option. Le directeur adjoint a déclaré qu'il avait déjà signalé cela au président. Steve ne comprenait pas ce qui se passait, mais on lui a dit que le chef du département, Robert Johnson, avait déjà été transféré à Chongqing sur ordre du président principal après avoir appris toute l'affaire. De plus, il est généralement admis parmi les dirigeants qu'un transfert à Chongqing équivaut à un exil. Steve commença à penser que le chef du groupe, Chris, lui avait fait une allusion. Robert Johnson et John Wilson ont maltraité un homme qui était directeur adjoint dans une société commerciale. Et le haut représentant a bien sûr découvert tout cela dans les moindres détails. Le fait que Robert Johnson ait été transféré à Chongqing en dit long. Si Steve retourne dans cette entreprise et fait comme si de rien n'était, il passera pour une simple marionnette. Il est clair que Robert sera envoyé à Chongqing avant que Steve ne prenne ses fonctions. En attendant, Steve doit lui dire adieu correctement. L'homme n'eut d'autre choix que de demander que l'on informe le président de la société commerciale, Michael Jordan, qu'il rencontrerait le directeur à 3 heures de l'après-midi. Et si possible, SITV souhaitait également consulter les dossiers du personnel de la division européenne avant de prendre officiellement ses fonctions. Steve a dit au revoir à sa mère et, sur le chemin du retour, a contacté Elisa pour l'informer qu'il retournait à New York. La jeune fille lui demanda pourquoi il passait si peu de temps avec sa famille. Et le subordonné expliqua que le président de la société commerciale, Michael Jordan, souhaitait le rencontrer. Elisa demanda à quelle heure avait lieu la réunion et apprit que la secrétaire arriverait à 3 heures de l'après-midi. La jeune fille a demandé à son subordonné de venir la voir après sa rencontre avec le président Jordan. Elle voulait qu'il vienne la voir juste après la réunion, mais Steve a insisté sur une heure précise. Les futurs mariés ont encore un peu discuté pendant que l'homme était sur la route. Arrivé enfin sur place, la secrétaire dit au revoir au directeur. Ils avaient prévu de se revoir à 5 heures. Steve raccrocha, fixant un instant l'écran noir de son téléphone d'un air absent. Un tourbillon de pensées se bousculait dans ma tête, et je devais maintenant me calmer pour pouvoir rencontrer le président de la société commerciale. Steve rassemblait ses idées,
tandis qu'il se tenait devant le grand et magnifique bâtiment où se trouvaient les bureaux. L'homme entra et se précipita vers l'ascenseur qui était déjà en train de partir. Il lui demanda d'attendre, et la jeune fille, dans l'allée, appuya gentiment sur le bouton pour ouvrir les portes. Dans un espace aussi restreint, tout le monde se sentait toujours mal à l'aise. Heureusement, ce supplice ne durait pas longtemps. Quelques minutes passèrent encore, et Steve arriva finalement au bon étage, dans un bureau en espace ouvert. Il s'approcha des tables où un panneau indiquait la direction européenne et un des employés lui demanda ce qui l'amenait là. Steve a salué la personne et a répondu qu'il venait du service de secrétariat en faisant remarquer son badge. Plusieurs personnes qui se tenaient derrière lui s'animèrent et commencèrent à chuchoter. Steve a surpris une conversation à son sujet. Ses collègues commençaient peu à peu à reconnaître leur adjoint. On a d'abord supposé que le député était parti en voyage d'affaires la veille, mais l'orateur a été corrigé. C'est le député de la circonscription espagnole qui est arrivé. Le même adjoint Steve, qui a récemment été promu de l'équipe de secrétariat au poste de directrice adjointe Eliza Avon. Quelqu'un l'appela et l'homme se figea, reconnaissant immédiatement la voix qu'il détestait. L'orateur s'est exclamé qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et a demandé si Steve était arrivé avec le PDG. Steve jeta lentement un coup d'œil par-dessus son épaule et aperçut enfin le traître John Wilson. Lors de leur dernière réunion, les deux hommes se sont disputés et l'employé trompé a crié qu'il avait développé le projet. Steve était légitimement indigné, demandant avec un ressentiment incroyable dans la voix pourquoi son nom n'y figurait pas. De plus, le nom de Robert Johnson était indiqué sur le projet à la place du sien. John regarda son subordonné avec dégoût, disant que le député était déjà bien payé pour un tel poste. Que pouvait-il bien vouloir de plus? Ce qu'il entendit fut comme un coup de massue pour Steve. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait après tous ses efforts. Wilson secoua la tête, crachant que tout était comme d'habitude. Apparemment, les conglomérats américains n'avaient pas changé d'un iota. Les subordonnés sont là pour aider leurs supérieurs à obtenir de bons résultats. Alors laissons ce type serrer les dents et travailler dur. L'homme leva les yeux au ciel et demanda d'un ton moqueur sur quel projet Steve avait travaillé pour cette division. Chacun des projets de l'entreprise se distingue parmi des dizaines, voire des centaines d'autres, mais seuls ceux que la direction a jugés potentiellement fructueux sont mis en œuvre. Steve est payé pour faire un certain travail, il ne doit donc faire que ce travail. John a toisé son subordonné de haut en bas, lui demandant s'il ne comprenait vraiment pas comment cela fonctionnait, car il pensait que Steve était intelligent, mais il s'avérait être un imbécile. Steve écouta en silence toutes les insultes et eut l'impression d'être englouti par une vague de marécage noir. Tous ses efforts étaient réduits à néant, et voilà que cet homme sans scrupules lui souriait en face, affirmant qu'il s'était souvenu de lui récemment et qu'il voulait en savoir plus, car ils étaient sur la même longueur d'onde et se comprenaient parfaitement. Wilson posa la main sur l'épaule de Steve, lui demandant s'il était au courant du nouveau chef de département qui avait été muté du siège social, car l'atmosphère y était un peu tendue en raison du changement de direction. Steve plissa les yeux, lançant à l'homme un regard meurtrier et ne répondit pas. Au lieu de cela, il a demandé à Wilson où se trouvait Jacob Prue maintenant. Il repoussa la main de l'étranger de son épaule et répéta avec force la question qui intéressait le secrétariat. À ce moment-là, un homme de grande taille s'approcha d'eux et leur demanda avec intérêt pourquoi le secrétariat avait besoin de lui. Steve se retourna pour dire bonjour. John Wilson était toujours furieux de ce traitement grossier. Le directeur adjoint, Jacob Prue, s'était justement absenté pour aller chercher un vrai café. Il valait la peine de revenir à l'époque où deux salauds, Robert Johnson et John Wilson, avaient exclu Steve de l'équipe espagnole. L'homme se souvint qu'à cette époque, Jacob était le seul ancien à s'être approché de lui. Steve était dans un état de profonde dépression et semblait totalement indifférent à tout ce qui l'entourait lorsque l'homme l'appela sur un ton enjoué. Il sourit à Steve et lui proposa d'aller prendre un verre après le travail. Ivre, Steve osa dire à son frère aîné que s'il continuait à se comporter ainsi, il finirait mal. Jacob mangea en silence pendant qu'on lui expliquait que fréquenter quelqu'un comme Steve ne lui apporterait probablement aucun bienfait. Lorsque son interlocuteur se tut, Prue posa le verre à liqueur vide sur la table et regarda sérieusement le jeune employé.
Il a servi de l'alcool en disant que la vie n'est pas un voyage solitaire et a offert un autre verre. Steve marmonna quelque chose d'incompréhensible et tendit rapidement son verre à shot. Jacob haussa les épaules, déclarant qu'il se fichait de toutes ces scènes et de ces bêtises et afficha un large sourire. Ce type qui a rejoint l'entreprise 6 mois avant Steve travaillait bien et était un leader intelligent, mais il est étrange qu'avec de telles données, il soit resté au poste de directeur adjoint pendant 5 ans. La raison était évidente et Jacob salua avec joie Steve, le député du secrétariat. Il a ri doucement, ajoutant que le temps avait été clément avec lui. Son adjoint paraissait même plus jeune et plus riche qu'avant. Steve lui rendit son sourire. Et comment se faisait-il que seul son ami plus âgé ait vieilli? L'homme a ri doucement, disant qu'il voulait savoir et a demandé ce qui amenait Steve là, et celui-ci a répondu qu'il était venu évaluer les performances du cadre supérieur au sein de l'entreprise. Jacob se retourne et dit que ce serait un péché de quitter un si bon travail. Le courage de ne pas être favorisé, la détermination de refuser une promotion, telle est la devise de Prue, grâce à laquelle elle parvient à quitter le travail à l'heure tous les jours. Vous n'aurez plus à vous traîner dans des soirées d'entreprise où vous devez vous prosterner devant des patrons mesquins, et comme il n'y a aucune chance d'obtenir un gros projet par la suite, il y a aussi moins de stress. Jacob se qualifiait ironiquement de paresseux, ce travail lui convient parfaitement et il continuera à suivre cette voie. Steve sourit, affirmant qu'il se souvenait bien de l'alcool qu'il avait bu avec son aîné. Comme leurs chemins se croiseraient souvent, il pourrait prendre un verre. Steve s'inclina devant le vieil homme, lui promettant de lui en offrir un la prochaine fois. Jacob s'inclina en arrière, souriant et disant qu'il le considérait comme un honneur. Steve se souvint finalement de John Wilson, debout derrière eux, le visage déformé par la colère. L'homme secoua délibérément le tissu de sa veste à l'endroit où reposait la main de son collègue détesté. Il serra les dents, essayant de ne pas crier, tandis que Steve disait qu'il était temps pour lui de partir et se tournait pour s'en aller. Finalement, le moment de rencontrer le président de la société, Michael Jordan, arriva. Steve entra dans son bureau et se présenta. L'homme a affirmé que c'était réciproque, alors qu'en réalité, ils se connaissaient déjà. L'homme souriant leur rappela qu'ils s'étaient déjà rencontrés au mariage du président Martin Evans et leur proposa de prendre un café. L'interlocuteur acquiesça et s'assit dans l'un des fauteuils confortables qui se trouvaient à proximité. Michael prit une gorgée et annonça que, comme Steve le savait déjà, le rendez-vous devait être pris de toute urgence. Mais il estimait qu'il devait apprendre à mieux se connaître auparavant. Alors, Jordan a organisé une rencontre avec Steve et il était par la même occasion opportun de discuter des termes de l'accord exécutif. Steve m'a aussi rappelé qu'il devait être au bureau de distribution à 5 heures. Michael sourit. Il n'avait pas beaucoup de temps non plus. Une brève introduction suffirait donc pour commencer. Mais Steve s'y est soudainement opposé, déclarant qu'il proposait de faire les choses différemment. L'homme a demandé l'autorisation d'organiser immédiatement une réunion avec le cadre supérieur Robert Johnson. Michael ne cachait pas sa surprise face à une telle demande, surtout du fait qu'elle intervenait ici et maintenant. Dès que Steve a été informé de sa promotion, il a souhaité rencontrer le directeur Robert avant de prendre officiellement ses fonctions. Michael demanda avec prudence pourquoi une réunion aussi désagréable serait nécessaire. Mais Steve savait que s'il ne faisait pas ce qu'il devait faire, simplement parce que c'était désagréable, la situation ne ferait qu'empirer. Il devra alors faire face à une situation encore plus désagréable. Jordan prit une gorgée de son café, se demandant quelle était cette situation désagréable. Steve a été nommé chef du département par le président principal. Et si sa première tâche consistait à détruire les preuves des méfaits de l'ancien chef de département, le président n'apprécierait pas la suite, car Steve demandera à Johnson d'effacer les traces qu'il a laissées avant de reprendre ses fonctions. Michael hocha la tête et décrocha le téléphone. Steve lui rappela qu'il avait demandé les dossiers des employés d'hôtel dans les destinations européennes et lui demanda si sa demande avait été transmise. Le président a appelé Robert et en a informé Steve, ajoutant qu'il avait tout préparé. L'homme se retourna et tendit à son subordonné un lourd dossier de documents. Steve le remercia et se rassit sur sa chaise, prenant un stylo pour rendre la lecture plus confortable.
Les documents surprirent le secrétaire, son visage s'allongea et il se retint de justesse de crier. Il s'est avéré que seuls ceux qu'il considérait comme des employés vraiment compétents ont démissionné. D'un autre côté, il y avait Harry Lou, fin connaisseur des jeux politiques de bureau, qui a joué un rôle clé dans les désaccords entre Steve et ses collègues. Il a récemment été nommé entraîneur de la 3e équipe de la division espagnole, à savoir l'équipe de Madrid. On frappa à la porte, Steve tressaillit légèrement et comprit déjà qui se tenait là. La porte s'ouvrit et Robert Johnson apparut sur le seuil, demandant si on l'avait appelé. Michael sourit gentiment, l'encourageant à ne pas s'attendre à des ennuis puisque ses supérieurs l'avaient convoqué. Robert jeta un coup d'œil en coin à Steve assis à côté de lui, déglutit difficilement et hocha la tête. Steve ne le regarda même pas, continuant à lire silencieusement les documents. Johnson n'eut d'autre choix que de s'asseoir sur la chaise à la table en face de son ancien subordonné. Il tenta d'engager la conversation, tout ça maladroitement, et l'homme répondit qu'il n'avait pas vu le directeur depuis longtemps. Il pensait qu'une telle désignation signifiait que cet homme laissait encore transparaître un peu de son orgueil. Il pourra alors affirmer sa position le plus efficacement possible en utilisant le président à son avantage. Après un bref silence, Steve a déclaré avoir appris du président principal que Johnson était transféré à Chongji. L'interlocuteur baissa la tête et Steve poursuivit en expliquant qu'avant le transfert, il souhaitait demander une faveur. Steve voulait que Robert renvoie John Wilson et Harry Lou, respectivement adjoints et managers, avant de les transférer à Chongji. Cette déclaration a véritablement choqué l'homme. Il a failli bondir de son siège. Incapable de se contenir, il hurla hystériquement, posant la même question. Mais Steve était froid et inaccessible, et il proposa de répéter ce que Robert avait dit s'il le souhaitait. Il a demandé à Johnson d'effacer complètement leurs traces et de ne rien laisser subsister de leur activité pendant la période où Steve travaillait pour l'entreprise. L'homme devint vert de colère, serrant les dents et les poings. Il a sifflé entre ses dents qu'il était muté à Chongji la semaine prochaine. Il s'est alors mis à crier que Steve ne demandait même pas une suspension, une rétrogradation, ni même un congé administratif, mais le licenciement de bons employés, ce qui n'est pas si facile en pratique. Michael resta silencieux tout du long et ne fit aucun commentaire sur ce qui s'était passé, savourant son café. Steve, cependant, répondit calmement que Johnson l'avait mal compris. Même s'il s'agit d'une demande, son ancien subordonné lui donne actuellement une chance. L'homme écarquilla les yeux, ne comprenant pas de quelle opportunité il parlait. Steve baissa les yeux et fit un signe de tête en direction des documents posés sur la table. Peu importe la raison, Robert a été muté dans une autre entreprise. 6 mois seulement s'étaient écoulés depuis sa promotion au poste de directeur. Malgré cette mutation, l'employé devait encore travailler 6 mois. Steve a insisté pour que Johnson lui demande si ce licenciement honteux permettrait à Johnson de s'en sortir. Lorsqu'il prendra ses fonctions, si ces 2 entités relèvent de sa juridiction, que faudra-t-il faire alors ? Il serait impossible de faire preuve de magnanimité et de continuer à travailler avec eux. Steve devrait alors s'en occuper lui-même, mais il n'y avait aucune raison à cela. Devrions-nous aborder à nouveau la question du contrat avec les agriculteurs andalous ou celle de la proposition confirmée d'établir une succursale à Madrid ? Robert baissa la tête, les mains jointes sur les genoux, écoutant tout cela. Steve secoua la tête, car il savait et comprenait ce qui se passerait s'il faisait cela. Quiconque a été promu chef de département en s'appropriant les responsabilités de son subordonné, puis directeur, nuira gravement à l'image de Malsan au sein de Trade Partners. Steve était déterminé, fixant son adversaire droit dans les yeux alors qu'il était assis en face de lui. Johnson n'avait que 40 ans et a gravi rapidement les échelons. Mais peu importe où un homme déménage, il devra toujours travailler d'une manière ou d'une autre. Et que se passera-t-il s'il démissionne après seulement 6 mois, compte tenu d'un passé aussi compliqué? Dans ce pays, où tout le monde parle sans cesse de la formidable entreprise Trade Partners, peu importe que Robert crée sa propre entreprise ou qu'il essaie de trouver un nouvel emploi. Les yeux de Steve s'écarquillèrent, sans qu'il quitte des yeux l'homme abattu, se disant que ce ne serait pas facile. Robert observait ses propres chaussures depuis plusieurs minutes pendant que son interlocuteur parlait. Finalement, lorsque Steve se tut,
Il porta sa tasse de café à ses lèvres et prit une gorgée. Il se tourna vers Michael, lui disant qu'il avait terminé, et ajouta que l'homme pourrait signer le contrat de travail le jour de son retour officiel au travail, c'est-à-dire la semaine prochaine. Steve accepta la condition et se leva lentement de sa chaise. Il regarda le directeur Johnson qui leva soudain la tête. L'homme ressemblait à un animal battu. Steve regarda son interlocuteur avec dédain, le remerciant pour son travail acharné. Et comme s'il avait apporté la touche finale, il souhaitait une rétrogradation sans heurts. Auparavant, Elisa avait demandé à son manager de l'aider à choisir un costume pour Steve. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine, examinant d'un œil critique l'homme dans ses vêtements de marque. À la demande du réalisateur, il se retourna et demanda si quelque chose d'autre devait être modifié. Voyant le regard mécontent d'Elisa, le gérant fut immédiatement gêné et baissa les yeux. La jeune fille secoua la tête, remarquant à juste titre que les physiques des hommes étaient similaires, mais que leurs visages étaient complètement différents. Imaginez le corps d'un manager, mais avec le visage de l'adjointe Steve. Vous obtenez une combinaison absurde. Aussitôt après, la jeune fille abandonna son idée et retourna au bureau. Après sa rencontre avec le président de la société commerciale, Steve alla voir Elisa. Le responsable de la jeune fille remarqua immédiatement l'homme près de l'ascenseur et se redressa. Il salua le shérif adjoint et Steve lui rendit son salut, debout devant le bureau. La secrétaire d'Elisa regarda attentivement le directeur et lui demanda, surprise, si quelque chose s'était passé. Il semblait que le manager lui-même n'ait même pas remarqué les cernes sous ses yeux dues au manque de sommeil, et il est resté figé, déconcerté. Steve aperçut que l'homme avait l'air très fatigué et qu'il avait maintenant des cernes sous les yeux, ce à quoi le gérant ne s'attendait pas. Steve décida de changer de sujet et demanda où était la directrice. Elle l'attendait déjà dans son bureau. L'homme frappa à la porte et l'entr'ouvrit, faisant ainsi connaître sa présence. Elisa était sincèrement ravie de voir son assistante. Celle-ci était en train de lire une brochure. La jeune fille a demandé si la rencontre avec le président Jordan s'était bien déroulée. Elisa posa la brochure et enfila sa veste, lui demandant pourquoi il voulait le rencontrer. Comme Steve avait été muté à Mulsanne de façon inattendue, il a convoqué l'homme pour le présenter aux dirigeants à l'avance. Elisa secoua la tête lorsque son adjoint ouvrit la porte pour laisser entrer le directeur. La jeune fille a dit au gérant qu'elle partirait plus tôt aujourd'hui et l'a félicité pour son bon travail. L'homme s'inclina et demanda s'il devait accompagner le patron. Elisa se redressa, se souvenant qu'elle avait oublié quelque chose d'important, et accepta l'offre. Une fois tous les trois dans l'ascenseur, Steve jeta un coup d'œil au gérant, sans comprendre pourquoi il les avait accompagnés. La jeune fille regarda Steve et lui demanda comment allaient le vice-président et le chef de département. Il répondit qu'il ne les avait pas encore rencontrés, ce qui surprit Elisa, car la secrétaire avait dit que c'était précisément pour cette raison que le président l'avait appelé. Steve se présentera à eux après sa prise de fonction officielle, mais il a déjà demandé à rencontrer le directeur Robert Johnson. Il devait mettre cet homme au courant des dernières informations, et la seule occasion se présentait aujourd'hui. Elisa laissa échapper un petit rire et secoua la tête, esquissant un sourire en répondant qu'elle comprenait. Alors que tous trois quittaient le bâtiment, Steve regarda avec perplexité le gérant qui se précipita vers la voiture. L'assistant silencieux ouvrit le coffre et en sortit plusieurs paquets lourds. Elisa a demandé à Steve de l'aider à charger les sacs dans la voiture, car ils étaient plus lourds qu'il n'en avait l'air. Quelques minutes plus tard, grâce à ces deux hommes, les achats se trouvaient dans la voiture du réalisateur. Le directeur a pris congé, précisant que s'il n'était plus nécessaire, il reviendrait travailler. La jeune fille lui a demandé de changer ses plans et de terminer le travail au plus vite. Elisa ouvrit la portière et Steve lui demanda si elle voulait l'emmener quelque part. Elle s'assit et boucla sa ceinture, répondant qu'elle devait aller vérifier la maison maintenant. Steve resta debout, ne comprenant pas ce qu'ils attendaient de lui. Elisa soupira et lui demanda de s'asseoir, disant qu'elle lui expliquerait tout en chemin. La jeune fille a dit qu'elle avait trouvé une maison pour eux non loin de chez ses parents, dans une petite ville construite par la société Mulsanne. En regardant par la fenêtre, elle a ajouté que cela faisait partie intégrante de leurs charmantes prestations. Steve va demander s'il parle du complexe résidentiel Remium
Elisa n'y a jamais mis les pieds. L'homme hocha la tête, puis demanda quel genre de sac se trouvait dans le coffre. Elisa expliqua qu'elle s'était arrêtée au magasin et avait acheté plusieurs costumes et chaussures, car Steve allait devenir directeur et occuper un poste de direction. Elle avait donc décidé de prendre en charge la question des vêtements. L'homme était perplexe, mais les remercia tout de même. Le navigateur annonça alors que le couple était arrivé à destination. Steve entra dans la maison et fut stupéfait, tellement impressionné par ce qu'il voyait. L'espace rayonnait littéralement. La conception de la maison avait été pensée dans les moindres détails. Elisa jeta un coup d'œil silencieux autour de la pièce, l'évaluant, mais Steve ne put rester silencieux et laissa échapper des sons d'admiration. La jeune fille a déclaré qu'elle se réveillait toujours à 4h30 du matin, peu importe à quel point elle était fatiguée. Elle aura également besoin d'une cuisine pour ne pas réveiller son futur mari. À cause de cela, elle occupera donc le premier étage et lui le deuxième. Elisa a demandé l'avis de Steve, mais il était tellement absorbé par la maison qu'il n'a fait que marmonner quelque chose d'inintelligible. La jeune fille tira nerveusement sur la manche de l'homme, lui demandant son avis, et c'est seulement à ce moment-là que le futur marié répondit que tout allait bien. Elisa s'approcha de la grande baie vitrée panoramique, disant pensivement que c'est ce qu'il ferait. Elle regarda au loin et se mit soudain à parler de sa nomination comme directrice du département européen à Mulsanne. On a demandé à Steve si le réalisateur Robert Johnson avait un lien quelconque avec l'homme qui souhaitait obtenir le poste. Il baissa les yeux, demandant à la jeune fille ce qu'elle voulait dire. Elle se contenta de sourire. Steve fronça les sourcils, légèrement nerveux, tout en demandant prudemment à Elisa si elle savait quelque chose. Elisa poursuivit elle-même son discours, mentionnant Robert Johnson et John Wilson. La jeune fille secoua la tête, murmurant qu'elle aurait dû découvrir l'existence de Steve plus tôt. Après tout, il a été démis de ses fonctions et l'homme a fait comme si de rien n'était. Était-il seulement un peu contrarié? Lorsque la jeune fille vit le policier pour la première fois, elle le trouva charmant, mais elle ne comprenait pas comment il savait ce qu'elle demandait et comment il avait eu le temps de se préparer. L'équipe l'évitait manifestement, mais il ne s'en est jamais plaint. Son incroyable ténacité était immédiatement évidente. Il est évident que la secrétaire aurait pu demander de l'aide au directeur, mais elle ne l'a jamais fait. Après tout, elle sait se taire. Il éprouve un profond sentiment de fierté et de loyauté envers l'entreprise. C'est pourquoi Elisa pensait qu'il était le candidat idéal. Plutôt que de le laisser dépérir dans l'oubli, elle décida de l'emmener avec elle lorsqu'elle fut mutée au service de distribution. Elisa arrosait cet homme comme une plante et lui permit de devenir indispensable. C'était lui qui pouvait lire ses désirs d'un seul coup d'œil, les deviner et les satisfaire. Elle a ainsi attiré Steve à ses côtés. La réalisatrice a souri et a présenté ses excuses s'il s'était senti mal à l'aise. Elle a également ajouté que c'était une bonne idée de dénoncer le directeur Johnson, peu importe depuis combien de temps cela s'est produit, car le seul gendre de sa famille n'a pas le droit d'être lâche. Il doit se venger de ce que les autres lui ont fait, c'est certain. Et Elisa n'avait pas besoin de le savoir. Elle était sûre que l'homme l'avait compris lui-même. La jeune fille le remercia d'avoir pris cela en charge à l'avance. Steve jeta un coup d'œil en coin à la jeune fille, réalisant qu'il était désormais enfin convaincu de sa décision, puis serra les poings. Après tout, ce n'est pas l'argent qui l'a poussé à accepter cette demande en mariage. Cet homme souhaite se consacrer entièrement à la metteuse en scène Elisa Evans afin de pouvoir être toujours présent. Après tout, elle était la seule à avoir cru en Steve au premier regard. Le lendemain, un long tapis rouge fut déroulé dans la grande salle, des gardes de sécurité se tenant de chaque côté. Steve, vêtu d'un des costumes coûteux qu'Elisa lui avait achetés, traversa le tapis. Il fut accueilli bruyamment, ce qui surprit l'ancienne secrétaire du directeur. Steve fut surpris par une telle cérémonie d'accueil dans le hall. Il n'aurait jamais imaginé participer à l'une des traditions de Trade Partners. En se rendant à son bureau, le directeur du département européen fut bloqué par un homme qui semblait avoir une quarantaine d'années. Il s'agissait du directeur David Smith, chef du département des affaires étrangères. L'homme s'inclina poliment et Steve le regarda attentivement, se souvenant de son nom. Il n'avait aucun soutien à Mulsanne.
mais il a joué un rôle clé dans la création de la filiale Outre-mer, axée sur le Moyen-Orient, et est devenu une figure légendaire de l'entreprise. Soudain, le monde devint noir. Steve se tenait devant la baie vitrée de la nouvelle maison. Elisa était à proximité et lui demanda de ne pas n'avoir peur. L'homme sursauta de peur, demanda qui était à côté de lui et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il aperçut Elisa. Elle acquiesça, disant que sa secrétaire pouvait tout simplement se comporter de la même manière qu'elle. La jeune fille secoua alors la tête sans raison apparente et se désigna à nouveau du doigt. Nous devons réfléchir à la façon dont Elisa agirait dans cette situation et toujours préserver l'image de la chef de Mulsanne. Et puis, demandez-vous, comment Steve s'y prendrait-il pour réparer ce désordre? Vous devez garder ces idées à l'esprit. Si nous pensons de la même manière, alors à partir de cet instant, le couple cessera d'être deux personnes distinctes. Il y aura deux Elisa. Et puis, il y a les deux Steve. Pour tous les autres, ils deviendront un symbole d'espoir. Il n'y a rien à craindre ici, il suffit d'y aller et de tous les détruire. Se souvenant de cela, Steve sourit à David, le remerciant d'être venu. Il comptait sur le soutien et la coopération continue de Smith, et il a indiqué que le président et le directeur se trouvaient maintenant dans la salle de conférence. Après avoir serré la main de son interlocuteur, Steve réfléchit à la façon dont Elisa réagirait maintenant. Il a demandé s'il pouvait se rendre brièvement au bureau régional européen au préalable. L'homme derrière lui se redressa, demandant avec surprise si cela devait être fait immédiatement. Les préparatifs du discours du réalisateur sont déjà terminés et il n'y a pas de temps à perdre. Steve interrompit le discours de l'étranger en levant la main et en lui montrant sa paume. Il avait l'air très sévère lorsqu'il annonça que cela ne prendrait pas longtemps et que l'assistant pouvait se rendre en premier dans la salle de conférence. David sourit. Il voulait les accompagner. Beaucoup de temps s'était écoulé. Steve apprécierait sans doute de visiter le bureau régional européen. Dès qu'ils furent entrés, le bourdonnement des employés s'estompa soudainement et tout le monde se tourna vers les portes. Les ouvriers commencèrent à regarder autour d'eux et à chuchoter lorsque Steve entra. Il s'approcha d'une des tables et se figea, observant la zone de travail. Le réalisateur a appelé le manager Noah, qui a accouru. L'homme a demandé si John Wilson s'était déjà assis à cette table. Steve se tourna vers l'assistant manager Jacob Prue, qui était assis derrière l'écran. Il sourit, demandant alors à son réalisateur ce qui n'allait pas. Steve a dit sans embâge que l'homme devait rassembler ses affaires et venir ici. Jacob fut surpris et pensa d'abord avoir mal entendu, mais le réalisateur était tout à fait sérieux. Comme le bureau était ouvert, tous les autres employés se retournèrent immédiatement avec intérêt en entendant ces voix. Steve a fermement affirmé que désormais, le poste d'assistant manager serait ici. L'homme aperçut aussitôt un type assis à une petite table, qui le salua immédiatement. La directrice Elisa a nommé cet homme secrétaire personnel de Steve. Il s'inclina en disant qu'il était impatient de commencer à travailler avec son nouveau patron et que c'était son premier jour. Steve a félicité le gars pour son installation dans son nouvel appartement et lui a demandé s'il avait quelque chose de prévu pour la journée. Harry répondit que rien n'avait encore été transmis, ce qui signifiait que la journée serait facile. Il se souvenait aussi que la responsable du secrétariat attendait Steve à l'intérieur. Il se redressa, se préparant mentalement à une réunion importante à laquelle il ne s'attendait pas. Après avoir pris une profonde inspiration et expiré, l'homme entra dans le bureau et salua le directeur. Le directeur Léo travaille depuis longtemps pour le président Tom Evans et ils sont très proches. Il sourit et dit que le premier jour de Steve semblait avoir été une sorte de rite initiatique. Il tendit au nouveau directeur une enveloppe rouge, lui demandant d'accepter ce cadeau du président. Le président a également demandé si Steve était libre pour déjeuner demain et il a acquiescé. Soudain, Léo regarda attentivement Steve en l'appelant par son nom. L'homme demanda ce qui n'allait pas et fut un peu surpris par une telle attention. Léo a déclaré que le champagne ne peut être ouvert qu'après une victoire. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le boire. Il vaut la peine d'attendre le bon moment. N'ouvrez pas ce colis simplement parce que c'est un cadeau du président. Léo a vu beaucoup de gens faire cette erreur. L'homme sourit, l'incitant à ne pas boire le champagne immédiatement après l'avoir reçu. Steve lui rendit son sourire poliment, le remerciant pour ses conseils.
Il a demandé au réalisateur de s'asseoir, mais celui-ci a refusé, invoquant des tâches à accomplir. Une fois le lieu du déjeuner choisi, Léo demandera immédiatement à la secrétaire d'en informer Steve. Steve proposa un café, mais Léo, lassé d'attendre, en avait déjà bu une tasse avec David Smith. Steve comprit que l'homme avait probablement déjà eu une bonne conversation avec le gérant, David. Il remarqua les fleurs posées dans un coin de la table. L'un d'eux portait le nom de Martin Evans, inscrite sur un grand ruban. L'homme se souvint aussitôt du président à l'allure majestueuse et se plongea dans de profondes pensées. Que peut-on attendre d'un homme comme Martin? Le lendemain, Léo appela Steve et lui dit que Tom était déjà arrivé. L'homme rassembla rapidement ses idées et se rendit à la réunion. Bien qu'il soit arrivé 20 minutes en avance, il a décidé qu'il n'était pas utile de faire attendre le président. En entrant dans la salle, Steve vit que non seulement Tom Evans était assis à table, mais aussi Eliza. L'homme était assis, les mains jointes, regardant sérieusement son futur gendre. La réalisatrice paraissait calme et, comme toujours, magnifique, et posa docilement ses mains sur la table. Comme prévu, Steve s'inclina et salua les personnes présentes. Il se redressa et le président l'appela aussitôt par son nom. L'homme a désigné un siège vide, expliquant qu'il avait entendu parler du nom du nouveau directeur toute la semaine dernière. Il tendit lui aussi la main, et Steve tendit la sienne en s'approchant. Ils se sont serrés la main et Tom l'a félicité pour sa promotion au poste de directeur. Steve a promis qu'il ferait de son mieux pour ne pas le décevoir. Le gérant a fait remarquer qu'il comprenait sa déception, mais qu'il espérait que l'homme tiendrait sa promesse et essaierait. Tom adda qu'il avait déjà commandé à manger et a invité Steve à s'asseoir. Quelques minutes plus tard, on servit aux invités des amuse-gueules et des plateaux chauds, et tout le monde se mit à manger et à discuter. Le président a demandé pourquoi Steve avait travaillé si dur avant même sa prise de fonction officielle. L'homme secoua la tête avec assurance, affirmant que si tous les candidats au poste faisaient de même, il n'aurait pas à subir les problèmes qui surgissaient au sein du département européen. Suite à ce qui s'était passé entre lui et l'ancien directeur, Steve avait dû apaiser les tensions parmi les employés concernés. Tom a laissé entendre que les actions de Steve n'avaient pas facilité la situation. Du point de vue des employés, le moment le plus alarmant est celui où quelque chose est sur le point d'exploser, mais n'a pas encore explosé. Et comme la vie quotidienne reprend son cours normal, lorsque l'explosion se produira enfin, ils seront d'abord surpris. Mais alors, comme Steve le pensait, son cœur se sentirait certainement plus léger. Il en était de même pour lui, car il pensait avoir coupé toutes les parties pourries qu'il fallait enlever. Le père et la fille regardèrent Steve avec surprise, tandis qu'il déclara qu'à partir de maintenant, il appliquerait des médicaments sur les plaies et que cela permettrait à quelque chose de nouveau et de sain de pousser. Cette réponse a vraiment satisfait le président. Il a souri. L'homme hocha la tête et demanda si la mère de Steve était au courant pour Eliza. Steve fut surpris, mais ne le laissa pas paraître, répondant qu'il lui avait tout dit. Tom demanda alors si le futur mari comptait présenter la jeune fille à sa mère. Steve regarda immédiatement Eliza. Cela n'a pas échappé à l'attention du président, qui a directement attiré l'attention sur ce qui s'était passé, car il voulait entendre l'avis de Steve. Mais soudain, l'homme hésita et se tut, confus, ne sachant absolument pas quoi dire. Finalement, il a avoué maladroitement qu'il le souhaitait vraiment. Tom n'était pas moins perplexe. Il trouvait cela étrange. Après tout, Steve avait prouvé qu'il était une personne sûre d'elle, mais sa réponse fut plutôt réservée. Il fronça les sourcils et demanda si Steve était forcé de se marier. Tom secoua la tête, disant que, compte tenu du caractère d'Eliza, le marié avait beaucoup souffert, il le savait. Mais le processus est déjà terminé, car la jeune fille leur a même trouvé une maison. L'homme haussa un sourcil, demandant si c'était toute la confiance que Steve pouvait afficher. Pense-t-il qu'on lui pose des questions uniquement pour obtenir des réponses vagues? Eliza décida de protéger son futur mari, en disant à son père qu'il déformait une fois de plus le sens des mots à son avantage. Elle était vraiment en colère et a demandé à son père s'il pensait que le principal Steve était à l'aise avec la situation. Alors, arrêtez de chercher des noises, tout le monde a compris. L'homme serra les lèvres en une fine ligne, regarda sa fille et ne dit rien de plus.
Puis Steve prit la parole, déclarant d'une voix forte et assurée qu'il souhaitait présenter sa mère et sa fiancée. Mais il ne pouvait évidemment pas forcer le réalisateur à le faire. Il ne voulait pas précipiter les choses. Cela surprit le président, à quoi Steve répondit que la jeune fille devait être plus prudente que lui dans ses relations. Elisa jeta un coup d'œil à la secrétaire, qui disait qu'il restait encore beaucoup de choses à régler. Quelles que soient les intensités des sentiments de Steve, il doit attendre que le principal Evans dise que le moment est venu, et n'agissait qu'après qu'elle ait pris une décision éclairée. 3 ans et 3 mois, c'est la durée pendant laquelle cet homme a aidé le directeur général, et ses intentions n'ont pas changé. La supérieure hiérarchique directe de Steve chez Trade Partners, hier, aujourd'hui et demain, restera la directrice générale Eliza Evans. Tom secoua la tête. Même s'il était contre ce mariage, cela n'arrêterait pas Steve, apparemment, c'était ce que la secrétaire voulait dire. Steve posa la main sur sa poitrine, déclarant que, sauf si le PDG lui demandait d'arrêter, il ne renoncerait pas à cette relation. Le président leva les bras au ciel. Après tout, il ne pouvait pas garder éternellement sa fille, prête à se marier, dans ses bras. Alors, il n'enseignerait plus au couple. Le visage de Tom s'est probablement illuminé d'un sourire pour la première fois, et il a suggéré de prendre un verre de vin. Le serveur s'est aussitôt approché et a ouvert la bouteille coûteuse en versant un liquide pétillant. Le père a donné à sa fille la permission d'aller rencontrer la mère de Steve, le directeur général, dès que possible. Il lui a ensuite demandé à quelle vitesse le directeur général s'était adapté à son nouveau poste, et celui-ci a répondu que le plus rapidement possible. Tom Evans a suggéré qu'il y avait certaines choses à faire avant de commencer les travaux. La manière dont Steve gérera chaque situation déterminera la façon dont Trade Partners le percevra. Et surtout, l'opinion publique concernant ce mariage avec Elisa va-t-elle évoluer? Steve a assuré qu'il se souvenait des instructions et a regardé le président avec gratitude. Pendant ce temps, chez Trade Partners, Robert Johnson était furieux de sa situation désespérée. L'homme frappa la table du poing en criant qu'il n'avait d'autre choix que de démissionner. Il se leva brusquement de table en frappant du poing sur la table. L'assistant, effrayé, tenta de calmer le directeur. Robert repoussa brutalement l'homme et lui ordonna de le suivre. Le directeur adjoint Robert Johnson devait initialement être promu directeur. La nomination du directeur Harry Lu au poste de directeur adjoint de la succursale à l'étranger a déjà été confirmée. Johnson était le principal candidat au poste d'adjoint, qui allait bientôt devenir vacant. Mais tout cela s'est avéré être un pur non-sens. Soudain, l'entraîneur adjoint Jacob Pru est apparu. Après tout, lorsqu'on nomme un directeur, il faut étudier l'ambiance au bureau, l'état d'avancement des projets et les volumes financiers. Johnson a crié que Jacob avait été promu directeur adjoint sur un simple coup de tête, sans comprendre tous les éléments. Pru entendit les discours accusateurs. Robert continuait de crier que Jacob n'était ni un dieu, ni un président, qu'il jouait vraiment avec des jouets dans un bac à sable. L'homme a dû devenir hystérique et a continué à crier que cela ne servait à rien. Qu'est-ce que Robert a bien pu faire de mal pour se retrouver mêlé à ce pétrin? Il s'était occupé ce poste pendant 7 ans, et il a travaillé si dur pendant tout ce temps. C'était un jeu truqué où ils ont tout pris pour eux-mêmes. Même dans ce jeu, Johnson a mis sa fierté de côté, voyant le shérif adjoint Smith être promu en premier, l'a même félicité, pensant que ce serait son tour ensuite. Robert frappa de nouveau la table du poing, hurlant qu'il ne pouvait plus rien faire. Jacob n'en pouvait plus, et ouvrit brusquement le tiroir du bureau où se trouvaient les cigarettes et le briquet. L'homme les mit rapidement dans sa poche et resta debout devant la table pendant quelques secondes encore. À l'ascenseur, l'homme fut accueilli par une connaissance qui cria son nom à haute voix. Il lui répondit par un bonjour, et le gérant sourit en remarquant que Jacob était parti faire une pause cigarette et qu'il lisait dans les pensées. Il raconta avec enthousiasme qu'il venait justement de discuter de la promotion inattendue de Jacob avec d'autres collègues. Il rougit et eut l'impression de devoir se justifier de toute urgence auprès de tout le monde. Il appuya rapidement sur le bouton du premier étage, en disant qu'il allait au magasin acheter quelque chose. Le gérant, un peu trop entreprenant, affichait un large sourire, désireux de fumer ensemble et d'entendre les potins de sa propre bouche.
Mais Prue continuait d'insister sur le fait qu'il devait partir et que les autres devraient aller faire une pause cigarette. Après s'être libéré de l'emprise insistante du gérant, Jacob se rendit aux toilettes et là, après s'être enfermé dans une cabine, il put enfin pousser un soupir de soulagement. Il sortit une cigarette de sa poche et la porta à ses lèvres, mais il se souvint alors de quelque chose. Jacob sortit son téléphone portable de son autre poche et y trouva les coordonnées du shérif adjoint de Steve. Le filtre de la cigarette non allumée commença à lui mouiller la bouche, tandis que l'homme se demandait s'il devait appeler ou non. À ce moment-là, le directeur nouvellement nommé travaillait lui-même avec diligence dans son bureau. Charlie frappa à la porte et, lorsqu'on lui permit d'entrer, il jeta un coup d'œil dans le bureau. John Wilson a demandé au téléphone si le réalisateur pouvait lui accorder un peu de temps. Steve acquiesça, demandant également à la secrétaire d'offrir du café à l'invité. Peu après, John arriva au bureau. Le réalisateur a demandé ce qui amenait l'homme là. Il avait l'air vraiment nerveux. Il n'arrivait pas à exprimer clairement ce qu'il pensait et se mit à bégayer, le regard gêné fixé sur ses pieds. Après s'être finalement décidé, John a déclaré qu'il souhaitait parler de la promotion de Jacob Prue, directeur adjoint, au poste de directeur adjoint. Steve a rappelé que cette décision avait été approuvée et annoncée par le directeur des ressources humaines. L'homme déglutit difficilement, pariant que le personnel avait très mal réagi. Steve se demandait quand le département européen était devenu si démocratique. Apparemment, on lui dirait maintenant que les promotions devraient aussi être décidées par un vote du personnel. Le réalisateur a alors conclu que c'était triste, probablement parce que le mécontentement était si fort que John était venu ici. Wilson baissa brusquement les yeux et répondit que c'était effectivement le cas. Steve lui a ensuite demandé ce qu'il en pensait et s'il était d'accord avec l'équipe. Il haussa un sourcil, se demandant si John se sentait mieux simplement à cause des changements de personnel. L'homme se souvint avoir donné au directeur du département de nombreuses autres opportunités. Il n'osa pas regarder son interlocuteur dans les yeux, le remerciant et l'assurant qu'il se sentait mieux. Mais en même temps, il ne comprenait pas pourquoi l'atmosphère au bureau était si tendue. Steve se demandait s'il devait prendre en compte l'avis de chacun avant de prendre une décision. Il devrait donc travailler au sein du département régional européen et non ici. John tenta de protester tout en imaginant déjà de nombreux arguments. Steve sourit d'un air condescendant et commença à parler au réalisateur comme s'il était un enfant. En tant que chef de service, il a autorité sur toutes les questions de personnel au sein du département régional européen. Steve a insisté auprès de John pour savoir s'il était d'accord avec cette déclaration. L'homme baissa les yeux, honteux, serrant ses jambes de pantalon dans ses paumes, acquiesçant. Dans le cadre de ses pouvoirs, Steve met tout en œuvre pour remplir ses fonctions. Puis il demanda avec intérêt, et le directeur John, et Steve tapota du stylo les documents qu'il lisait et lui dit d'un ton sévère qu'il ne comprenait pas le rôle du directeur, ou s'il ignore l'étendue de son autorité, qu'il laisse au bureau pendant 1 heure le nombre minimum d'employés nécessaires aux opérations de base et qu'il réunisse le personnel du département régional européen dans une salle de conférence. Wilson demanda d'une voix rauque à quoi cela servait. Steve a déclaré qu'il réglerait tout lui-même et que, s'agissant du premier cas, il s'en occuperait personnellement. Mais si l'on attend désormais de Steve qu'il maintienne l'ambiance de bureau en plus de ses fonctions principales, alors quel est le rôle d'un directeur? Finalement, Steve ordonna à John d'aller immédiatement préparer tout le nécessaire. Il reviendrait plus tard. Wilson n'osa pas désobéir et bientôt les gens étaient rassemblés dans la salle de conférence et le directeur se tenait déjà derrière le podium. Tous les chefs de département étaient réunis ici. John jeta un coup d'œil en coin à la personne qu'il détestait le plus. Jacob était assis à l'écart de lui, les bras croisés sur la poitrine et les yeux fixés au sol. Steve a commencé son discours en saluant l'assemblée et en saisissant le bord du podium de la main. Il a indiqué que le directeur Wilson était venu à son bureau il y a environ 1 heure. Il a constaté que l'ambiance au bureau s'était dégradée en raison des changements de personnel. Mais l'ancien président a également demandé pourquoi cet homme tentait d'ignorer les plaintes des employés. Le directeur adjoint Jacob Prue a été promu directeur adjoint et le président-directeur général du département a fait part à Steve de ce qu'il jugeait approprié. L'homme s'aperçut qu'il avait fait ce qu'on lui avait ordonné
Lorsque le réalisateur est venu rencontrer Steve, il a été profondément touché. Il n'était manifestement pas facile pour lui de venir, mais il a assumé la responsabilité de l'ambiance et du travail d'équipe au sein de tout le département européen. Lorsque Steve a évoqué la stabilité de l'entreprise, John s'est couvert les yeux de la main, consterné. Les plaintes des employés recèlent toujours des informations précieuses. Il suffit de savoir comment les exploiter efficacement. La validité de ces plaintes doit absolument être remise en question. Mais soudain, le directeur se posa une question. Après tout, John Wilson, son adjoint, devait être promu directeur. S'il est promu directeur en août, qu'adviendra-t-il du directeur Noah? Steve a immédiatement ajouté qu'il posait la question parce qu'il ne savait pas. Il se tourna soudain vers le manager Bob, ce qui horrifia Wilson. Et je lui ai demandé, en tant que responsable le plus expérimenté du département régional européen, de m'expliquer cela. Après tout, soyons réalistes, obtenir un poste de directeur n'est pas chose facile. Il s'avère donc que la démission volontaire est la seule issue. Cette opinion est-elle déjà établie? Steve se tourna de nouveau vers le gérant Bob, qui était visiblement nerveux. Il a ensuite demandé si le département considérait la promotion prévue du responsable John Wilson au poste de directeur comme logique et évidente. On lui a expliqué que tout cela était dû à la transparence des chiffres de facturation de l'équipe espagnole et que le directeur précédent avait initié ce processus, de sorte que le département ne pouvait rien dire. Steve a demandé pourquoi il y avait tant de bruit autour de la promotion du shérif adjoint Jacob Prue. Le problème était-il vraiment qu'il avait raté 2 échelons de promotion? Il nous faut maintenant attendre que le facteur le plus important cède et que l'atmosphère bascule vers la peur de Steve. Et c'est pourquoi il a demandé si le problème venait du fait que c'était lui qui avait promu Jacob. Il poursuivit ensuite son discours, d'une voix claire et lente, en accentuant chaque mot. Y a-t-il eu un problème parce que quelqu'un a raté sa chance de promotion à cause de sa décision? Wilson ne pouvait plus rester silencieux et endurer l'humiliation générale. Il s'est écrié qu'il comprenait, et c'était tout. L'homme voulait dire quelque chose à propos de l'assistant manager Jacob Prue, mais Steve l'a corrigé en disant qu'il était déjà directeur adjoint. John serra le poing et demanda pardon, promettant de s'améliorer. Le directeur a soudainement demandé à Steve quel pourcentage du volume total de facturation était constitué de crypto-monnaies pour le département régional européen, et s'il le savait. Il a immédiatement répondu que c'était environ 2%, promotion d'assistant manager à directeur adjoint, supervisant le département régional Europe centrale, sans aucune réalisation personnelle globale, en court-circuitant 2 postes. Cela peut être considéré comme une gestion arbitraire du personnel. Steve acquiesça, disant qu'il comprenait que John ne pouvait pas l'accepter. Il tapota du doigt le bord du podium, se demandant comment il pourrait l'expliquer pour que les gens le comprennent. Cependant, Steve s'est de nouveau tourné vers son manager Bob, qui a répondu immédiatement. L'homme lui lança un regard assez significatif, lui demandant s'il était vraiment nécessaire de faire cela. Outre le manager de Jacob, devrait-il obtenir l'accord de tout le monde? Steve haussa un sourcil, se demandant pourquoi il avait besoin de savoir quel pourcentage du volume total de facturation était réalisé en crypto-monnaie pour le département régional européen. Après tout, un manager ne se contente pas de donner des ordres et de vérifier les résultats obtenus. Elle analyse les conditions actuelles et identifie les relations de cause à effet. C'est exactement ce que les employés de bureau devraient faire, n'est-ce pas? Que signifie gestion arbitraire du personnel? Trade Partners est-il un organisme gouvernemental? Peut-être que Steve est fonctionnaire ou homme politique. Alors pourquoi la gestion arbitraire du personnel pose-t-elle problème? Dans une telle organisation, celui qui est tenu d'assumer la responsabilité de ses décisions et qui a le droit, si nécessaire, de faire des choix à sa discrétion est une personne. Son poste est celui de directeur exécutif. Ceux qui sont désormais mécontents de la promotion du directeur général adjoint Jacob Prue remettent en question les décisions de la direction. Steve éleva la voix, demandant lui aussi s'il y avait des doutes quant à ses capacités, mais aussi en ce qui concerne les compétences du président de Trade Partners qui a nommé Steve à ce poste. Les dirigeants, qui s'étaient disputés avec lui, étaient maintenant silencieux, les doigts joints. La personne suivante vers laquelle Steve se tourna fut le shérif adjoint Jacob.
L'homme fit immédiatement connaître sa présence en répondant à haute voix. Steve a gentiment demandé à Prue de se lever un instant. Il se leva et on lui demanda ce que Jacob lui-même pensait de la situation actuelle. Jacob esquissa un sourire, demandant s'il pouvait parler franchement. Steve lui sourit en retour, confirmant que c'était possible. Prue disait qu'il avait suivi son chemin seul, le chemin de l'exil. Être un paria à son âge était ridicule, cela blessait son orgueil, alors il préférait penser qu'il s'était détourné de tous de lui-même. Mais nous devons comprendre qu'il doit y avoir une sorte de limite, une sorte de frontière. Un stagiaire, arrivé bien plus tard que lui, par exemple, devait faire semblant que tout allait bien. Ça lui a fait mal au cœur de le voir devenir manager plus vite, mais Jacob a quand même souri et l'a félicité. Est-ce vraiment si difficile de prononcer des mots aussi banals que « Monsieur, félicitations pour votre promotion ». Jacob semblait très déprimé et offensé. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas dire au moins une phrase. Il a admis qu'il allait appeler le réalisateur hier, car il doutait de ses compétences et voulait donc lui demander de reconsidérer sa décision. Mais soudain, un sentiment de protestation s'éleva en lui et l'homme changea d'avis quant à ce qu'il avait prévu de faire. À ce moment-là, pour une raison quelconque, une nouvelle solution m'est venue à l'esprit. Refuser une telle opportunité reviendrait à admettre ce qu'il avait dit auparavant. Alors Prue a caché le téléphone et n'a pas appelé. L'homme s'inclina, remerciant Steve de lui avoir offert cette merveilleuse opportunité de faire ses preuves. Il souhaiterait également adresser quelques mots au département régional européen. Quand tout sera fini et qu'ils seront tous de retour au bureau, qu'ils l'abordent comme si rien ne s'était passé ces 3 dernières années. Ils devraient s'approcher et dire « Monsieur le député, félicitations pour votre promotion. » Steve était satisfait du discours de l'employé et sourit. Lors du dîner, le président a félicité le PDG Steve pour ses compétences exceptionnelles en matière de gestion des ressources humaines. L'homme a demandé combien de jours il avait passé dans l'entreprise. Tom répondit que cela ne faisait que 10 jours, en comptant aujourd'hui, et que pendant ce temps, il avait placé l'immense département régional européen sous son contrôle. Et TOL s'est immédiatement lancé dans la compétition avec une branche étrangère du secteur de la construction. Elisa mangea en silence, écoutant ses aînés et esquissant un léger sourire. George a demandé à Tom d'inviter Steve à leur dîner, ce qui a provoqué l'indignation de son fils. Il était certain qu'Elisa devait d'abord rencontrer la famille du marié, mais le président voulait inviter l'homme, non pas comme le partenaire de sa petite-fille, mais comme un employé qui travaillait dur dans son entreprise. Le gérant Harry Soucap. Il avait entendu dire que ce type lui ressemblait. Elisa fut surprise et demanda quoi exactement. Il s'est avéré que Steve était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait, et il le fera pour se sentir satisfait. Elisa sourit, rétorquant que Steve n'était pas comme son grand-père. Selon elle, cet homme ne sait pas encore ce qu'il veut vraiment. La jeune fille doit lui faire comprendre qu'il fait partie de ceux qui sont prêts à tout pour y arriver. Oui, son PDG Steve était exactement ce genre de personne. Le lendemain, lorsqu'elle rencontra Steve, Elisa croisa les bras sur sa poitrine, regardant son fiancé avec déplaisir. Elle avait pensé que c'était exactement l'image que renvoyait le directeur général. L'homme, perplexe, demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait dire. Elisa demanda d'un ton irrité si elle avait acheté trop de vêtements pour Steve. Il est évident que cette cravate jaune ne va pas du tout avec le costume. Elisa a ordonné que, dès demain, des photos de son apparence soient prises et lui soient envoyées afin que Steve obtienne un permis de travail. L'homme haussa un sourcil, demandant si c'était une blague, mais la jeune fille ne plaisantait pas du tout. Elisa ajusta la cravate de son futur mari. 3 ans de reproches incessants et pas le moindre progrès. La jeune fille passa la main sur la veste de Steve en disant qu'ils allaient au grand magasin. Ce soir-là, Steve, en tenue de soirée, se tenait aux côtés de la famille d'Elisa Evans, portant une cravate neuve. Le président accueillit chaleureusement l'invité, lui demandant pourquoi il était si modeste. Toute la famille était assise à une table richement dressée. Le chef de l'entreprise demanda à l'homme de s'asseoir à côté d'eux. Steve s'assit à côté d'Elisa et remarqua immédiatement que le vice-président Martin Evans et sa femme n'étaient pas là. Le président, tel un grand-père ordinaire, a gentiment invité tout le monde à manger et à prendre leur temps.
Il regarda Steve et dit soudain que cela avait dû être incroyablement difficile pour lui pendant tout ce temps. L'homme ne s'attendait pas à ce que la conversation commence ainsi et ne cachait pas sa surprise. George sourit, disant que Steve voulait faire ce qu'il voulait et qu'il était vraiment doué pour cela. Le vieil homme regrettait sincèrement de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Steve pensait que le président n'était généralement pas aussi généreux en compliments. Alors, il a déclaré à haute voix que tout allait bien. Mais George ne s'arrêta pas là. La question suivante qu'il posa concernait la fatigue que lui causait le fait de suivre constamment Eliza. Steve a répondu tout aussi brièvement que ce n'était absolument pas vrai. Puis il sourit chaleureusement, admettant qu'il apprécierait énormément ce moment. George fut ravi d'entendre cela et demanda à son gendre s'il le pensait vraiment, ce à quoi celui-ci acquiesça. Pendant 3 ans et 3 mois, Steve a fait la navette pour se rendre au travail chez Trade Partners. Cette période s'avéra être la plus importante de toutes les années de la vie de cet homme. Un monde qui intéresse beaucoup de monde, mais que peu connaissent. Grâce à la directrice générale Eliza, Steve a pu le toucher. Sans cette opportunité, il n'aurait même pas osé envisager le poste de directeur dans une société commerciale. George porta sa cuillère à sa bouche, écoutant de telles révélations, et sourit. Il a dit que Steve avait obtenu un poste, que son statut avait changé, mais cet homme a affirmé que son désir d'aider Eliza restait intact. Est-ce toujours vrai? Le vieil homme ne regardait pas Steve pendant qu'il parlait, mais il savait qu'il était suspendu à ses lèvres. Après tout, dans le cadre de ce nouveau projet, Eliza est la seule véritable dirigeante, et il en est ainsi, et il en sera toujours ainsi. Steve, bien sûr, n'a pas objecté et n'a fait que confirmer le sérieux de ses intentions. Mais soudain, George le regarda et lui demanda « Et lui ?» Steve était perplexe et a demandé ce que voulait dire le président. Il a expliqué que si lui et Eliza donnèrent des ordres complètement différents en même temps, la jeune fille serait-elle prioritaire. C'est ainsi que le grand-père du directeur général a astucieusement décidé de s'y prendre pour tester la loyauté du débiteur. Il réfléchit quelques secondes, puis répondit qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. En fait, c'est le propriétaire de l'entreprise pour laquelle il travaille qui est à la tête de tout, un peu comme la direction d'un bateau et son propriétaire, qui fixe la vitesse. Il était rameur, et la propriétaire du bateau dans lequel se trouvait cet homme était la directrice générale, Eliza. George fut très amusé par cette comparaison et se mit à rire. Le chef de famille se tourna alors vers son fils Tom. Au début, mon père a suggéré de prendre un verre par une journée pareille. Puis, à table, la conversation a glissé vers des sujets du quotidien. Une fois le dîner terminé, Steve et Eliza se promenaient le long du chemin illuminé du jardin. La jeune fille a demandé au marié s'il était ne serait-ce qu'un peu inquiet. Elle a admis qu'elle ne s'attendait pas à une telle franchise de la part de Steve. Peu importait ce qu'elle en pensait, cet homme était trop précieux pour être donné à qui que ce soit. Steve a demandé à Eliza si elle avait froid, mais elle a fait un geste de la main, car qui aurait froid à cause du vent printanier en avril? L'homme a admis avoir parlé à sa mère de son caractère difficile. Eliza regarda Steve avec perplexité et s'arrêta même. Il sourit et admit qu'il avait déjà parlé de la fille à sa mère il y a longtemps. Elle soupira et demanda depuis combien de temps cela s'était produit. Steve se souvenait que cela semblait s'être produit lorsque la jeune femme était arrivée dans l'entreprise en tant que responsable. La plupart des gens s'en vantent de comme s'il s'était la célébrité d'à côté. La jeune fille fut surprise de constater que le travail n'était généralement pas un sujet de conversation à la maison. Mais la mère de Steve était sa seule famille et il partageait tout avec elle. Eliza sourit et devina que sa mère était probablement très surprise que son fils épouse une célébrité. Il a dit à sa mère qu'Eliza comptait sur lui pour des questions professionnelles et lui avait demandé de l'aide. La jeune fille se gratta la nuque, confirmant que c'était bien le cas. Mais Steve a précisé qu'il avait tenu ses propos lorsqu'il était l'adjoint de la jeune fille, à l'époque où il travaillait dans la vente. Sa mère ignorait toutes les difficultés que son fils rencontrait au sein de l'entreprise. Elle pensait que Steve était devenu adjoint non pas de son propre chef, mais après avoir été persuadé par Eliza. La jeune fille regarda avec intérêt son futur mari, qui déclara qu'il n'avait pas le choix. Il pensait vouloir rassurer sa mère, même si c'était un mensonge, mais Eliza remarqua que le réalisateur avait un côté sensible. C'est pourquoi Steve lui avoue volontairement la vérité.
Quelques secondes plus tard, il a invité Elisa à rendre visite à sa mère cette semaine. La jeune fille y a réfléchi et a dit qu'elle pourrait le faire samedi. La rencontre eut donc lieu. Elisa, rayonnante de bonheur, salua la mère de Steve en se présentant et en disant qu'elle était ravie de faire sa connaissance. La femme lui rendit l'appareil. Elle s'inquiétait de tout ce que sa belle-fille avait apporté. Elle désigna une pièce modeste, les invitant à entrer rapidement. Steve secoua la tête, pensant que sa mère avait une organisation trop parfaite. Elisa a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour aider, mais la mère de Steve a secoué la tête, lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle a invité les convives à s'installer confortablement sur le canapé, car le repas était déjà prêt. La jeune fille a néanmoins demandé la permission d'aider à mettre la table. Elle a poliment demandé pourquoi la mère de Steve avait préparé autant de choses. La femme a répondu que si ses invités venaient de loin, elle devait simplement bien se préparer. Elisa a ensuite poliment demandé si elle pouvait emporter certaines assiettes. Steve est arrivé par derrière et a décidé de proposer son aide. Finalement, après une demi-heure, la table était mise, avec de nombreux plats et une grande quantité d'amuse-gueules. La femme sortit de la cuisine et leva soudain les mains au ciel, s'exclamant qu'elle avait perdu la tête. Maman a oublié d'acheter de l'alcool pendant qu'elle cuisinait. Steve, qui semblait absorbé par ses propres pensées, se retourna et demanda à nouveau ce qui se passait. La femme a alors confirmé qu'il devait prendre un verre et a envoyé son fils au magasin. Lorsque la porte se referma derrière Steve, sa mère s'assit sur le canapé et tapota le siège à côté d'elle. Elle n'a pas perdu de temps pour convoquer le directeur général à son bureau. La femme demanda, un peu gênée, si la jeune fille pouvait s'asseoir à côté d'elle. Elisa hocha la tête et se dirigea rapidement vers le canapé, s'asseyant à côté de lui. La mère de Steve a admis qu'elle n'avait pas acheté d'alcool pour la table délibérément, car elle voulait parler seule à Elisa. La jeune fille a exhorté sa mère à ne pas être timide et à parler. La femme a ri doucement, faisant remarquer qu'il était un peu gênant de l'appeler par son titre professionnel. Elle serait plus à l'aise d'appeler Elisa par son prénom, et elle était d'accord. Elle a admis avoir été très inquiète en apprenant la nouvelle de la fête de son fils. Elle songea à fermer son commerce, car Steve serait mal vu lorsqu'ils apprendraient l'existence du magasin de sa mère, dans une région isolée. Bien qu'il ait affirmé que tout allait bien, la mère voulait s'en assurer elle-même auprès de sa belle-fille. Elisa fut surprise par de telles pensées, et la femme admit qu'elle regrettait que son parent ne puisse pas se vanter davantage. La jeune fille agita les mains, exhortant sa mère à ne pas s'inquiéter, car elle et Steve allaient se marier parce qu'ils s'aimaient bien, et le passé de la famille n'avait aucune importance. La mère soupira et prit délicatement la main de sa belle-fille. Elle a demandé si sa famille pensait la même chose et si elle partageait l'avis de sa fille. Elle pencha la tête sur le côté, demandant ce que la femme voulait dire. Puisque ce mariage est dû à l'attirance mutuelle des jeunes gens, la famille d'Elisa ne va-t-elle pas assaillir Steve de questions sur sa propre famille? Peut-être qu'en ce cas, ils privilégieront le bonheur des jeunes. Elisa a dit qu'elle travaillait dur pour l'entreprise. La femme a acquiescé. La jeune fille sourit alors, disant que Steve travaillait encore plus dur qu'elle.